Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur ggplot2. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de graphiques classiques de base qu'on va retrouver assez souvent lorsqu'on va faire de la visualisation. On se retrouve tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors juste avant de continuer, j'aimerais juste vous rappeler que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur ggplot2 et que si vous voulez comprendre tout ce qu'il y a là-dedans, c'est mieux de regarder les précédentes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc n'hésitez pas et on reprend la vidéo. Donc peut-être que vous reconnaissez ce script, c'est le script que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est un document Quarto que vous pouvez retrouver de nouveau en ligne, allez regarder dans la description. Et ici on va regarder en fait la première partie, donc avant de pouvoir commencer à voir ces graphiques, il faut qu'on se rappelle de règles de base que sont les variables continues et catégorielles. Donc ce script là, donc ce rapport Quarto, je l'ai déjà généré, donc j'en ai besoin parce que je vais devoir vous montrer ce code là, donc qui est un code Mermaid qui permet de faire des graphes, donc vous le verrez juste ici. Donc ici, lorsqu'on va parler de variables continues et catégorielles, ce sont deux types de manières de voir les variables. Donc il y a des variables qui sont continues et il y a des variables qui sont catégorielles. Donc qu'est-ce que c'est une variable catégorielle? Une variable catégorielle, qui est aussi appelée nominale, va représenter en fait des données qui sont divisées en des catégories distinctes ou en des groupes non numériques. Donc chaque catégorie est discrète, donc c'est-à-dire qu'on peut les compter et ne peut pas être mesurée mathématiquement. Et généralement, ces catégories ne devraient pas excéder quelque chose au-delà de 5, sinon on est obligé de refaire du recodage pour être sûr que quelque chose marche. Donc voici quelques exemples de variables catégorielles. On peut avoir des couleurs, par exemple les couleurs des chaussures de chaque individu ou la couleur du bâtiment. On peut avoir aussi les types de voitures, par exemple est-ce que c'est une compacte, est-ce que c'est une berline, est-ce que c'est une SUV, et tout ça en fait que vous pouvez imaginer qui peut être rangé comme des catégories. Les variables continues par contre, elles représentent en fait des données qui sont sur une gamme infinie, donc ce sont des valeurs numériques, donc vous allez voir des chiffres généralement, et elles sont mesurables mathématiquement et peuvent inclure des nombres décimaux. Donc la raison pour laquelle on met mesurable mathématiquement, c'est parce que on peut aussi avoir des catégories qui sont représentées par des nombres, comme par exemple quelle est la position dans laquelle on est arrivé dans une course, ou par exemple quelle est l'année scolaire dans laquelle on se trouve. Peut-être qu'on a très peu de catégories qui sont représentées par des nombres et ça peut être considéré comme des variables catégorielles. Parce que par exemple, si vous faites, je sais pas, la moyenne de la position dans laquelle on est dans la course, ça veut pas dire grand chose. Donc ça peut être plus vu comme une variable catégorielle. Donc ici, généralement, on part du principe que c'est une gamme infinie de valeurs, même si on sait que c'est pas forcément vrai. Ici, on peut voir des choses comme la température. Donc la température, elle peut être vraiment répartie, donc vous soyez sur Celsius, Kelvin ou etc., vous pouvez vous retrouver vraiment dans des nombres assez spécifiques, donc voilà, même si on a des limites quand même, on peut avoir des valeurs à virgule qui peuvent se retrouver un peu partout. On a la taille des objets en centimètres aussi, et on a aussi les revenus, donc parce que ce sont des valeurs numériques. Et par exemple, faire des choses comme la moyenne dessus, ça a un sens. Donc ici, c'est une petite illustration pour vous montrer comment on peut aller plus loin dans les détails. Donc ici, on a les variables catégorielles dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être ordinales, donc elles peuvent être classées dans l'ordre, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc ici, à ne pas confondre, ce ne sont pas des variables continues, parce que ici, ce sont des variables catégorielles, mais ici, l'ordre a un sens. Donc ça peut nous aider si jamais, mais on peut les considérer comme des variables catégorielles. Et ici, on a des variables nominales, donc vraiment des variables qui sont des catégories comme on l'imagine. Après, on a les variables continues, on a aussi d'autres classements, mais ici, on va simplement prendre valeur numérique de la manière la plus simple, parce que généralement, pour nos graphiques, ça va pas changer grand-chose. Donc maintenant, on va présenter les différents types de graphiques, mais avant de les présenter, on a juste quelques concepts à voir encore. Donc c'est la notion de distribution. Distribution, c'est comment les choses sont réparties. Et ici, en fait, on a une première type de distribution. Donc généralement, c'est lorsqu'on va travailler avec une seule variable. Donc ce sont les variables univariées. Donc on va voir la distribution selon une seule variable. Ensuite, ici, on a la distribution bivariée. Contrairement à la distribution univariée qui sert à voir les caractéristiques et les tendances d'une variable, donc c'est-à-dire combien on a par exemple de personnes avec des voitures bleues, rouges, etc. Ou par exemple, quelle est la taille moyenne de la population, comment elle se distribue. Dans la distribution bivariée, le but, ce sera de voir les relations entre deux variables. Est-ce que par exemple on va remarquer que les personnes qui ont tendance à avoir, je sais pas, des chaussures vertes ont tendance à être, je sais pas, ici on peut dire que c'est la taille, une moyenne de taille plus élevée, etc.
Est-ce que on peut remarquer que le salaire augmente en fonction de l'âge? Est-ce qu'on peut remarquer que certaines couleurs ont tendance à se retrouver plus avec certaines marques de voitures? Donc c'est vraiment ces relations qu'on essaie de voir de manière visuelle. Donc on voit leur interaction. Après on a des distributions multivariées qui vont nous permettre de mettre en évidence des relations entre plusieurs variables. Là c'est un peu plus compliqué. Et à ce moment-là, ça devient un peu plus difficile de faire des bons graphiques. Peut-être qu'avant d'arriver dans des distributions multivariées, il faut être sûr que on montre vraiment quelque chose parce que ça peut rendre le graphique complexe et lisible. Donc on va commencer avec les distributions univariées. Donc on retourne dans RStudio. Donc ici on commence avec les distributions univariées. Et avec cette distribution univariée, on va commencer avec les variables catégorielles. Donc ici, la visualisation la plus classique, c'est le diagramme de barre, c'est celle que vous allez voir le plus souvent. Et en fait, ces diagrammes de barre vont être utilisés pour visualiser les distributions catégorielles. Et ici, on a un exemple. Donc il y aura la librairie ggplot2 qui va être lancée en même temps, donc espérons que ça marche. Voilà, parfait. Et ici, vous voyez qu'on a les graphiques en barre. Si vous vous souvenez bien, ici, on a ce jeu de données MPG, qu'on a vu depuis tout à l'heure, donc je peux vous remontrer ce jeu de données, donc MPG, et voilà à quoi ça ressemble, donc avec des informations sur chaque ligne, ce sont des voitures, et des informations sur les voitures. Donc si vous voulez rechercher des informations sur ce jeu de données, vous pouvez simplement faire MPG, et ici vous aurez les informations sur les différents types de variables. Quelque chose de classique qu'on connaît déjà. Donc maintenant vous voyez que ce diagramme en barre va nous permettre de pouvoir voir comment les voitures sont distribuées entre les nombres de cylindres, et on peut voir que les voitures il y a très peu de voitures avec 5 cylindres et il y a beaucoup de voitures avec 4 ou 6 cylindres. Donc c'est assez pratique pour pouvoir voir ce genre de relation. Lorsqu'on va traiter des variables continues dans la distribution univariée, on aura tendance à utiliser soit des histogrammes, soit des densités de kernel. Donc je vais vous montrer ce que c'est un histogramme. Ça ressemble beaucoup à des graphiques en barre, mais ce n'est pas la même chose. Donc voilà, donc ici on a notre histogramme. Donc ici qui va nous permettre de pouvoir voir les MPG sur la route. Donc je crois que j'ai mal écrit le titre, pardon. Voilà, donc ici ça va nous permettre de voir en fait comment les miles per gallon, donc c'est les distances, sont réparties en fait dans le temps. Donc on va voir qu'ici on aura un pic ici dans ce nombre, dans cette valeur qui est probablement entre 20 et 30, donc ça doit être 25. Mais ici, il faut savoir que on a des largeurs de cônes. Donc ici, c'est pas un seul chiffre qui est pris en compte, c'est plusieurs chiffres. Donc là, on a des intervalles. Comme vous pouvez le voir ici, on a ce qu'on appelle des bin width, c'est-à-dire combien on a de valeurs par intervalle. Et donc c'est la largeur du cône. Et par exemple, on peut dire, en fait, j'aimerais quelque chose de plus large, donc ça va faire moins de cônes, mais ça va nous permettre d'avoir plus de valeurs ensemble, et donc ça va les coller ensemble. Parce que techniquement, si vous faites chacun sa valeur, peut-être qu'on n'aura qu'un seul cône par valeur, ce qui est très peu. Donc les bin width, ça permet de faire ça, et après peut-être si vous n'êtes pas intéressé par la largeur du cône, mais le nombre de cônes vous intéresse. Donc ici, vous pouvez utiliser bins, et bins, vous pouvez dire, moi je veux 7 cônes. Et en lançant ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cônes. Parfait, ce qu'on voulait. Et ça va vous permettre de voir que, par exemple, ici, dans ces valeurs-là, on est plus proche. Après, ici, vous voyez que l'échelle ne suit pas forcément. Vous pouvez ajouter aussi des informations d'échelle. Vous les mettre où vous voulez, mais moi, j'aime bien les mettre juste avant les labs. Et je peux faire scale x continuous. Et ensuite, depuis là, il faut que je dise comment j'aimerais découper ça. Et je vais dire, je vais faire des breaks de... Alors là, c'est 7, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est un peu difficile lorsque vous mettez le nombre de bins. C'est mieux de mettre bins width. Bin width. Voilà. Et ici, on va dire des largeurs de 5. Comme ça, on sait que depuis là, on va sauter par groupe de 5. Et on va dire, moi, j'aimerais, avec l'option breaks, des éléments qui vont de 5 au maximum, donc on ne sait pas quel est le maximum ici, je pense que ça doit être 50, donc on va faire de 5 à 50, même de 0 à 50, donc on va juste faire sec, qui va nous permettre de pouvoir faire une séquence de nombres, et on va dire, on veut aller de 0 à 50 par pas de 5. On va mettre le plus pour pouvoir joindre aussi les titres. Et ensuite ici, vous voyez qu'il a fait ça. Donc il a commencé avec un 0. Bon, ici, 0 et 5 n'apparaissaient pas. Donc il a fait 10, 15, 20, etc. Et donc ici, vous voyez que c'est plus simple parce qu'on a aussi le bin width qui nous aide. Et donc avec ça, on peut avoir les informations qu'on veut. Juste pour être sûr, si vous ne connaissez pas sec, je vous recommande d'aller voir les vidéos de base sur R. Mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez que ça crée juste un vecteur avec les nombres que j'ai demandé de 0 à 50 par pas de 5.
Merveilleux, on a un super graphique maintenant. Maintenant, on a le graphique en densité de kernel. Ça va nous permettre, plutôt que d'avoir des barres, d'avoir quelque chose d'un peu plus continu. Et donc vous allez voir, ça va ressembler à ça. Donc c'est assez cool, c'est assez sympa à utiliser. Vous pouvez aussi rajouter de la transparence si vous avez envie, vous connaissez le principe. Et c'est la même chose avec les échelles, vous pouvez en ajouter plus si vous en avez besoin. Et donc ici, ça nous permet de voir les distributions et de savoir, ok, ici on a l'impression d'avoir une bosse ici et là. Alors il me semble que vous pouvez aussi manipuler, mais généralement moi je les laisse telles quelles. Si vous voulez plus d'informations sur la manipulation, vous pouvez simplement aller ici, faire une virgule, tab, pour qu'il vous montre ce que vous pouvez faire avec. Et si jamais, vous pouvez aller chercher aussi dans la documentation, donc aller tout en haut. Donc si je remets l'outline dans ressources, ici vous pouvez cliquer dans ggplot2 et aller regarder dans les référents. Donc on retourne à notre distribution univariée, donc on va aller dans variable continue. Donc on est de retour ici, dans notre densité, donc si jamais, vous pourrez explorer si vous avez envie. Il y a une autre chose aussi qu'on peut faire avec les variables continues, ce sont des boîtes à moustaches, des boxplots. Et ici en fait, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de voir la distribution des éléments en fonction d'une autre variable qui est généralement catégorielle. Donc ici, c'est déjà un mixte d'avoir deux types de variables, mais si on veut garder la boîte à moustaches, donc je vais vous montrer simplement comment on fait. Ici, je peux garder la boîte à moustaches dans Y, retirer les classes, et ensuite je peux lancer ça, et vous voyez que ça me crée la boîte à moustaches. Donc si vous voulez savoir comment lire ça, il vous suffit simplement de chercher sur internet, mais ici je vous donne l'explication en bref. Donc ici, ça va vous permettre d'avoir des informations sur la positionnalité de vos individus, donc c'est non paramétrique, je pourrais dire ça comme ça. Donc ici, il va vous montrer, alors je ne vais pas parler des maximums et des minimums tout de suite, ici il va vous montrer le premier quartile, donc ça veut dire que en bas de ce quartile-là, on aura 25% de la population et en haut 75% de la population. Ici on aura la médiane, donc ici tout ce qui se trouvera en haut et en bas de cette médiane, c'est 50% de la population, 50% de la population. Et ici, on a le troisième quartile, donc l'inverse de l'autre, donc 75% de la population, 25% de la population. Et donc ici, techniquement, vous avez au milieu 50% de la population, donc le centre. Donc ça peut vous aider à voir comment vos données sont distribuées. Et ici, en fait, vous avez les maximales et les minimales qui sont pas exactement la valeur maximale et la valeur minimale. C'est un calcul qui est fait spécifiquement pour pouvoir vérifier s'il y a des valeurs extrêmes qui sont en dehors de la distribution, comme ces points-là. Et on peut se dire, est-ce que ces valeurs sont si exceptionnelles que ça, ou est-ce que on pouvait s'y attendre? D'après le boxplot, pas vraiment, donc on pourrait potentiellement les retirer. Si vous n'aimez pas l'avoir dans ce sens-là, vous pouvez aussi le mettre dans l'axe des X, comme ça il est couché. Et comme on l'a montré avant, ce qui marche bien aussi, c'est de l'utiliser avec une variable catégorielle. Alors j'interromps un petit moment cette vidéo, je suis assez désolé parce que en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y a toute une partie qui manquait parce que le micro s'était éteint. Donc maintenant je vais refaire cette partie. Alors je vous préviens juste parce que la voix est peut-être différente et juste pour que vous ne soyez pas surpris. Mais ça va durer juste un petit moment le temps que je règle cette partie où il y a un trou. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est justement ce que je viens de faire là, c'est retirer en fait les légendes. Et pour pouvoir faire ça en fait, il vous suffit simplement d'ajouter quelque chose ici qui s'appelle le scale continuous. Donc d'abord je vais vous le lancer sans ça. Donc vous voyez que ici de base on a tout ça là qui apparaît. Il suffit de changer quelque chose dans l'axe des Y. Donc ici pour l'axe des Y, on va devoir utiliser scale pour axe Y. Ici ça veut dire quel axe on veut toucher. Continuous, donc continue, donc si jamais je vais le réécrire parce que de base c'était comme ça, donc je vais juste scale y continuous, et ensuite je peux ajouter le plus, voilà, et donc ça n'a rien changé, mais ce qu'on peut faire c'est changer justement cette échelle là, et donc pour pouvoir changer cette échelle, il suffit simplement d'aller ici et de mettre breaks. Donc break, ça veut dire quels sont les découpages qu'on aura. Et ici, on doit lui donner un nombre fixe. Généralement, vous pouvez dire, moi je veux des breaks qui vont de, je sais pas, de 0 à 10, etc. Mais nous, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est nul. Et pour nul, ça veut dire ne mets rien. Et ici, vous voyez que ça a disparu. Donc ça, c'est pour Y. Mais par exemple, si on retire cette partie-là, et ensuite qu'on le tourne, et qu'à la place de mettre X, on met Y. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Ici, c'est la même chose. Pour retirer ceux d'en bas, il vous suffit simplement d'aller là, de faire scale X continuous, et ensuite plus. Et à l'intérieur, il faudra mettre juste les breaks et les mettre à nul. Et
on lance et vous voyez que ça a disparu. Donc c'est cette partie. Une autre partie qui manque aussi, c'est la distribution bivariée. Donc on introduit cette partie-là de distribution bivariée. Donc je vais devoir changer le graphique parce que ici il y a déjà les modifications. Donc on va pouvoir lancer de base pour voir de quoi il a l'air. Donc ici, pour pouvoir faire des distributions bivariées, donc c'est 2 variables. Et donc ici, on peut avoir 2 variables de même type, ici des variables catégorielles, donc 2 fois de suite ici. Donc comment on représente ça? Donc on a 2 catégories FL et la catégorie DRV qui sont des catégories du dataset. Et lorsqu'on va faire un geombar de ça, on a d'autres manières de le représenter. Donc ici, pour le représenter, il faut choisir la position, comme c'est écrit ici. Et la position de base, qui est ici, donc si je mets position, ici c'est stack, qui veut dire empilé en anglais. Donc vous voyez qu'on n'a rien qui a changé, donc parce que c'est stack de base. Donc on peut se dire, bon, ben, en fait, moi je veux que les barres, les couleurs soient les unes à côté des autres. Donc tout ce que je peux faire, c'est dodge. Et lorsque je lance dodge, vous voyez que maintenant les colonnes sont les unes à côté des autres, et lorsqu'il y en a, elles sont pas toutes là, ça prend tout l'espace possible. Donc c'est pour ça qu'on a des différences de largeur. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est fill, et ça c'est vraiment pour les proportions, et vous voyez que ça va prendre tout l'espace possible, et ici vous voyez que l'axe a changé en allant de 0 à 1, donc ce sont vraiment des proportions, et donc vous voyez qu'avec ça on peut faire des variables catégorielles qui servent à des graphiques bivariés. Et ensuite, on a l'autre partie, mais là je vais vous laisser retourner à la vidéo d'origine parce qu'on a fini le remplissage. Donc on a quand même des résultats assez intéressants. Donc on verra un peu plus en détail dans une vidéo sur les barres dans ggplot2 parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire de cool avec. Mais si on les faisait ici, ça prendrait beaucoup trop de temps dans la vidéo. Si jamais, pour que vous sachiez que vous pouvez faire ce genre d'illustration. Donc maintenant on va passer à l'option des nuages de points. Donc ici catégoriel contre catégoriel. Vous allez voir, c'est assez spécifique. Donc ici, on va lancer le code et on a des points qui sont répartis. Donc quand on regarde ça comme ça, on se dit, ça n'a aucun sens. Ici, on a des variables catégorielles, mais pourtant ici, on a des points partout. Comment ça marche en fait? Alors je vais vous montrer, avant de passer à GeomeJitter, on peut faire un GeomePoint. Et ici, vous voyez que il va mettre les points par catégorie, juste ici, et ça peut nous donner quelques informations, juste qu'il y a des croisements pour ces catégories, mais aucun croisement pour les autres catégories, mais ça nous dit pas vraiment la taille des éléments qui sont dans ces catégories, ce qui est assez dommage. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est changer la transparence, par exemple mettre un alpha à 0.4 par exemple, et ensuite ici, plus les points sont foncés, plus ça veut dire que il y a 2 points dessus, et moins ils sont foncés, plus ça veut dire qu'il y a moins de points dessus. Mais ce qui marche mieux des fois, c'est vraiment juste de les séparer. Et pour les séparer, vous faites juste un jitter. Ça va les séparer de manière un peu plus aléatoire. Et ici, on va voir qu'il y a plus de monde ici, ici, mais il y a moins de monde autour de ce point-là, et moins de monde autour de ce point-là. Mais ça peut être assez difficile de voir ce que ça vaut. Sinon, nous pouvons aussi jouer avec la taille des points. Donc, je vous remontre GeomePoint comme avant. Pardon, j'ai sélectionné beaucoup trop de choses. GeomePoint. Et peut-être qu'en fait, qu'on veut juste changer la taille des points, voir ce que ça donne. Donc, à la place de GeomePoint, ce que vous pouvez faire, c'est GeomeCount, qui a été fait pour 2 variables catégorielles. Et là, vous voyez que on voit la taille des points qui change. Mais après, je trouve que c'est un peu difficile avec la légende de voir la vraie taille de tous les points. Mais ça peut être aussi une option si ça vous intéresse. On passe au graphique suivant. Donc ici, on a le nuage de points, la variante 2. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est avoir les jitters qui sautent dans tous les coins. Donc je crois que je l'ai déjà fait en avance, malheureusement, désolé. Et ensuite, les variables de même type pour continu. Généralement, on a 2 types. Donc on a les nuages de points et on a les graphiques en ligne. Ici, pour ce premier type principal, donc les nuages de points, c'est quelque chose d'assez connu. Donc on fait simplement des nuages de points. De cette manière-là, on a déjà vu ça. Donc on a display et city qui sont des variables continues, et donc on peut voir qu'il y a une relation qui se forme, ce qui est assez intéressant. Comme tout à l'heure, les points sont superposés, donc on peut changer ça avec un alpha. 0.4 par exemple, donc 0.4 c'est-à-dire plus bas, si c'est proche de 1, c'est-à-dire que c'est très compact, si c'est proche de 0, c'est-à-dire que c'est assez transparent, et ici on va voir que les endroits où il y a moins de superposition, ce sera plus
clair, alors que les endroits où il y a plus de superposition, ce sera plus foncé. Mais après, ça ne donne pas beaucoup d'informations, donc généralement, ce qu'on va préférer faire, c'est un jitter. Voilà, et donc du coup, il va séparer un peu les points, et on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus représentatif, on va dire. Donc, suivant quoi, comment le jitter a été fait, les points peuvent toujours se chevaucher, mais là, ils se chevauchent beaucoup moins. On peut aussi ajouter un Geom Smooth, donc je vais vous montrer ça, et on va pouvoir mettre ça de cette manière-là. Et ensuite, ce GeoSmooth, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire une droite qui va suivre toutes ces informations. On peut aussi faire un GeoSmooth qui suit une méthode spécifique, et ici on peut mettre LM, donc ici pour que ça nous fasse une droite de régression. Donc si jamais vous avez besoin de faire une droite de régression, c'est comme ça que vous les faites avec. Donc graphique le plus classique lorsqu'on a des distributions bivariées avec des variables continues. Ensuite, il y a le graphique en ligne, et généralement quand on a deux variables continues qui vont se faire en ligne, c'est qu'il y en a une qui représente le temps. Donc ici, juste pour l'exemple, j'ai besoin de charger en plus la librairie dplyr pour pouvoir avoir accès à la pipe et à la fonction filter. Donc on va juste supprimer ça, et on va utiliser les données tax housing, parce que dans les données de MPG, j'ai pas des dates. Et ici, on peut voir que pour chaque ville, j'ai une année et j'ai un mois, donc on a quelque chose de continu avec le temps. Donc si jamais, comme ça, on a les valeurs pour une année et un mois donné. Donc voilà, donc ça c'est l'année 2000, premier mois, deuxième mois, troisième mois, etc. Donc ici, on peut essayer de faire ce graphique-là. Donc ce qu'on va utiliser, c'est la date en axe des X. On peut utiliser aussi l'axe des Y, mais c'est moins classique. Généralement, on a le temps sur l'axe des X. Et après, la valeur de vente en axe des Y. Donc si jamais la date se trouve juste ici, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc on va lancer ça, et vous voyez qu'il y a la date qui nous a permis de pouvoir avoir ça dans le temps. Parce que si jamais vous n'aviez pas bien vu la date c'est l'année plus le mois, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Et on peut voir les courbes et les changements au fur et à mesure du temps. Donc si jamais vous avez des données en format de date, ggplot2 les gère automatiquement, ce qui est vraiment cool. Ensuite ici, si on a des variables différentes, généralement on va prendre une méthode pour la valeur continue ou une méthode pour la variable catégorielle, et après on va juste mettre l'autre variable par-dessus. Mais généralement on va faire une méthode pour la variable continue et après la diversifier en fonction des variables catégorielles. Par exemple ici, on a notre variable HWY qui est continue, et ici on a notre variable de classe qui va nous permettre de mettre par couleur. Donc je vais simplement vous montrer une fois sans la variable de classe, que vous voyez ce que je veux dire. Ici on a notre graphe de densité, mais après quand on va ajouter la classe selon la couleur, vous voyez qu'il nous ajoute en fait différentes couleurs et différentes distributions pour les classes, ce qui est assez intéressant. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un alpha, comme ça on peut voir plutôt à travers comment il se recoupe. Par exemple, je mets 0,4, c'est celui que j'utilise le plus souvent, et là on voit à travers. Et donc on peut comprendre ce qui se passe. Mais quand on a autant de catégories, c'est pas si compréhensible, mais c'est des choses que vous pouvez faire, donc avec moins de catégories, ça marche bien. Ensuite ici, on peut faire des diagrammes en barre de nouveau, mais cette fois-ci continu et catégoriel. Donc cette fois-ci, ce que ça va nous demander de faire, c'est d'avoir une fonction qui va résumer nos valeurs continues, parce qu'on en a tout plein, et nous on va en mettre que quelques-unes. Donc ici on va mettre notre variable catégorielle en X, mais ça pourrait être aussi en Y, mais c'est juste que généralement quand vous aurez des graphiques en barre, on aura en X les catégories, et après en Y les valeurs. Et ici pour la valeur de Y, on a ça. Et ici pour geombar, il faudra juste ajouter stats summary, il faudra faire min comme fonction, et après ici on pourra mettre des couleurs juste simplement pour mieux voir que voilà à quoi ça ressemble. Donc ici on a la moyenne, parce que j'ai choisi la moyenne, mais on pourrait aussi faire la médiane, on pourrait aussi faire le maximum, le minimum, juste pour avoir d'autres informations, comme par exemple, je sais pas, je peux essayer de faire min. Voilà, et donc là on a la valeur minimum pour chacune des catégories du coup. Donc vraiment pratique, ça peut aider. Si jamais vous pouvez aussi toujours faire quelque chose avec dplyr et après utiliser geomcall pour pouvoir gérer les données, mais ça marche plutôt bien de manière générale. Donc notez bien, ici il faut mettre stat summary pour l'indiquer que ici on va faire un résumé, et après il faut utiliser la function, donc fun, et mettre quel type de fonction on veut, donc les classiques qui existent déjà, donc les fonctions de base que vous avez dans R, comme par exemple min. Donc des fonctions assez simples à utiliser. Ensuite, finalement, nous avons la boîte à moustaches, donc on l'avait déjà montré l'exemple avant, pour pouvoir avoir une variable continue et catégorielle. Donc il y a notre valeur qu'on met en Y, parce que moi j'aime bien avoir les valeurs en Y et les catégories en X, mais vous êtes libre de le faire dans l'autre sens si vous avez envie. Et ici, j'ai juste mis un fil pour avoir des couleurs dans la classe. Attendez, je vais juste le retirer, comme ça vous voyez que ça change pas grand chose. Donc ici, après, il y a le boxplot. Il suffit juste d'avoir une variable catégorielle et ça se fait tout seul. Donc ici, vous voyez qu'on a
notre boxplot qui s'est séparé en morceaux, donc assez pratique. Mais après, moi j'aime bien mettre des couleurs différentes, donc je reviens juste en arrière avec ce fil classe, et après on a les différentes couleurs pour voir. Après, là on a des informations redondantes, ça sert pas à grand chose, mais j'aime bien. Et après, ben, vous pouvez toujours ajouter quelque chose par-dessus. Des fois, des personnes font ça, donc c'est Geom Jitter, plus que Geom Point, pour éviter qu'ils se superposent. Après, là, on a les points qui vont par-dessus et qui vont nous permettre de pouvoir voir comment ça se distribue en réalité. Donc, toujours intéressant à voir. Donc maintenant, vous avez vu tous les graphiques de base qu'on utilise généralement lorsque on va faire ce genre d'analyse. Donc retenez bien qu'il faut faire la différence entre les variables continues et les variables catégorielles, parce que c'est ce qui est important pour pouvoir voir les différences. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu les distributions multivariées, donc ici on peut avoir plus de 2 variables. C'est assez facile à faire. Normalement, vous allez utiliser quelque chose comme les facettes, ou ajouter plus de détails à gauche et à droite. Mais ça, c'est un sujet qui mériterait sa propre vidéo, donc si jamais, j'en ferai une à l'avenir, mais ici c'est vraiment pour montrer les graphiques de base que vous pouvez utiliser. Donc j'espère que le contenu vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à aussi partager, mais aussi vous abonner si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. On va continuer nos vidéos sur ggplot2, mais bien sûr ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je varie un peu avec les playlists. Mais en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.